Donc, Julien Méa, bonjour et bienvenue à l'école de Versailles. Ah, il y a encore des gens qui arrivent, c'est beau, ça vient de partout. Monsieur Méa est charpentier et le directeur de Méa Construction. Pour le titre de sa conférence, La charpente bois, des modes de construction traditionnels à l'évolution technologique, qui, à mon avis, est un bon intermédiaire entre le charpentier bois qu'on a vu lundi qui travaille sur le Notre-Dame, ou encore les gens de Design to Production qui sont complètement dans l'autre bout de la chaîne et qui font la technologie. Donc, je pense que c'est vraiment exactement le bon moment pour en parler. Donc, M. Méa est ingénieur bois diplômé de l'École supérieure de bois de Nantes. Il est issu d'une famille de charpentiers. Il est également gérant de l'entreprise Méa Construction, qu'il modernise en y intégrant de nouveaux procédés technologiques de fabrication de bois. Il a participé également à la création de Mètre Cube, ce que vous avez vu dans la dernière conférence comme une des parties dans la recherche. Et Mètre Cube, c'est le premier opérateur de construction bois en France, ainsi que Wall Up Préfa, innovante sur le béton de chanvre. Merci. Je pense qu'il vaut mieux prendre ce... C'est bon. Bonjour à tous, du coup. Donc, oui, je vais vous présenter rapidement l'évolution durant les 20 dernières années de la construction bois, parce qu'on parle beaucoup de construction bois, mais derrière ça, en général, en effet, il y a des charpentiers qui ont évolué avec les modes constructifs et les différentes technologies. Donc, je vais vous parler rapidement du métier de charpentier. Les différents systèmes de construction bois qui existent, les évolutions de la production, les innovations dans la filière, et puis le futur, en tout cas, ce qu'on essaie d'anticiper dans la construction bois pour la développer. Donc le métier de charpentier bois, donc du coup, si vous avez déjà eu une présentation dans la semaine, vous avez pu voir ce que c'était. Donc c'est un métier assez ancestral, avec des tracés, une vision 3D qu'il fallait faire suivant des tracés. Donc on a des gens assez qualifiés qui font ça et qui demandent vraiment une bonne vision 3D. Le métier original, donc du coup, c'était surtout la charpente, aussi les bâtiments à colombage, qui étaient quand même finalement les premiers bâtiments en construction bois dans l'ancien temps. Actuellement, le métier de charpentier traditionnel, il se limite quand même surtout à la rénovation. Dans le neuf, il y a encore de la charpente traditionnelle, mais finalement, c'est souvent pris dans une partie, on va dire, de construction bois, parce que les activités maintenant ont évolué avec le matériau. Donc, les différents systèmes de constructifs bois dans le neuf. Donc, il y a le système chalet, les bois et madriers empilés, qui représente une toute petite part, mais qui existe encore. Les structures en poteau-poutre, les structures en panneaux collés CLT, les structures en ossature bois. Donc, je vais revenir sur les différents détails de systèmes constructifs juste après, détaillés. Donc, actuellement, le marché en France, c'est que 6,5% sur le logement, par exemple. Sur le bâtiment public, c'est un peu plus dur à évaluer parce que il y a moins de statistiques, mais bon, c'est pour donner à peu près la tendance dans la construction bois. On gagne 1% tous les ans par rapport aux autres systèmes de mode constructif. Il faut savoir que dans d'autres pays comme les États-Unis ou même l'Allemagne, ils sont largement au-dessus de 30% déjà. Donc on a aussi, nous, en France, un peu un retard à faire, mais on a aussi créé les majors du béton, donc forcément, on a un peu de retard sur ce point-là. Donc le système de bois empilé, donc, comme le nom indique, c'est vraiment des bois qui sont mis les uns sur les autres. Donc c'est les chalets que souvent on dit quand on demande qu'est-ce qu'on fait en charpentier. Tu fais des chalets, mais non, on fait pas vraiment des chalets nous. Mais bon, ça existe encore. Donc les caractéristiques, c'est une descente de charge linéaire. C'est plutôt adapté à la maison individuelle puisqu'on va limiter ça à 2 étages.
Les avantages, c'est une préfabrication, mais comme tout système constructif bois, et puis une utilisation du matériau bois qui est souvent apparent soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur. Les inconvénients, c'est une architecture assez marquée, assez classée montagnard, on va dire. Des difficultés à répondre au marché, puisque avec la RT 2012 et l'étanchéité à l'air, ce pas des systèmes qui s'y prêtent vraiment. On est obligé de beaucoup doubler par finalement une seconde ossature pour pouvoir répondre au nouveau marché. Et puis c'est aussi des systèmes où on les limite donc à peu d'étages, parce qu'en fait il y a un tassement à gérer sur la structure du fait du séchage du bois empilé. Le système poteau-poutre, donc de structure, qui peut être associé à d'autres systèmes constructifs, on va partir sur la structure. Donc c'est du poteau-poutre bois maintenant qu'on sait bien dimensionner du fait des évolutions technologiques sur les études. Donc des descentes de charge verticales comme un poteau-poutre béton, sauf qu'il va être un peu plus régulier puisque forcément c'est du bois, donc on en met un peu plus à des entractes un peu plus réguliers. Des remplissages entre poteaux ou devant les poteaux qui peuvent se faire donc par du panneau ossature bois, mais aussi pourquoi pas par de la façade vitrée ou de la façade métallique. On a vu un peu de tout là-dessus. Vous avez beaucoup de systèmes. Ce système-là est beaucoup développé sur les bureaux où il vous faire vraiment un poteau de poutre bois pour le plancher, la structure, et puis après rapporter une façade vitrée. Les avantages, une réalisation, encore une fois, préfabrication en atelier, une logistique assez optimisée. On a des chantiers aussi à faible nuisance là-dessus par rapport à, on va dire, un poteau de béton, parce qu'on a peu de rotation, on est capable de mettre beaucoup de poutres préfabriquées, puis après, c'est que de l'assemblage de Lego qui va être assemblé en outil portatif, donc c'est aussi un avantage. On peut optimiser pour avoir les squelettes bois apparents à l'intérieur. Dans les bureaux, ça se fait beaucoup. Dans les marchés, dans les écoles, un peu moins, parce qu'après, il y a des contraintes de feu, mais on arrive quand même encore à le faire. Et puis après, avec le système d'un poteau-poutre, on peut avoir des grandes ouvertures. C'est une solution qui est sous des TU, hein, ça reste de la construction bois. Et donc ça concerne ce système-là que la structure. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il peut être associé à d'autres systèmes de façade. Le système de CLT, donc ça c'est du panneau collé. Donc vous voyez dans le schéma en haut à gauche, c'est des planches qui sont collées entre elles et puis après qui sont remis à 90 degrés ensemble. Ça permet de limiter la déformation du panneau. Et ça permet aussi de reprendre des charges, puisqu'en fait, les différents plis de collage vont travailler différemment et du coup vont donner une bonne rigidité au panneau. C'est un système qui est apparu, qui s'est développé. Alors, l'apparition, je ne peux pas vous dire la date exacte, puisque tout le monde essaye toujours de s'accrocher à la première innovation, mais en tout cas, c'est un système qui s'est développé depuis le début des années 2000 et qui est maintenant très, très utilisé. Notamment pour des applications de plancher. Mais il y a aussi des gens qui font du tout CLT. Donc c'est du coup une descente verticale répartie, une bonne stabilité, comme je vous disais, par rapport au panneau. Une fonction enveloppe partielle, parce que finalement, on ne peut pas laisser ce panneau-là directement en extérieur, il ne fait pas office de bardage, donc on est obligé de le doubler. Une préfabrication poussée, puisque on va avoir des panneaux qui vont arriver directement usinés du producteur ou les usiner après dans nos ateliers. C'est adapté à tout type de revêtement extérieur. On peut très bien mettre du bardage métallique, tout type de bardage en extérieur, tant que ça reste un bardage ventilé et que ça répond aux normes. C'est une solution courante et sous avis technique maintenant. C'est aussi utilisé en support d'étanchéité, en plancher. L'inconvénient, ça nécessite quand même une bonne maîtrise du planning de levage, puisqu'en fait, la partie production va être plus longue que sur une production ossature bois plus traditionnelle, on va dire, puisque il faut vraiment faire la synthèse de tous les menuiseries, passage du réseau et autres, pour être sûr d'avoir l'ouverture au bon endroit et que le panneau réagisse bien, parce qu'on ne peut pas s'amuser à retravailler le panneau n'importe comment, parce que c'est des plis croisés. Donc, voilà, faut s'assurer de la bonne synthèse avant.
Donc, en général, il faut minimum 8 semaines de production pour avoir un bon planning de pause après. L'autre inconvénient par rapport aux autres solutions, pour ceux qui voient, c'est que si on prend un mur CLT, il va y avoir quand même beaucoup plus de volume de bois au mètre carré, et du coup un coût de construction qui reste assez élevé et finalement peu pertinent, parce qu'il faut quand même rajouter de l'isolation en plus complémentaire. Donc, du coup, c'est vraiment utilisé sur l'ossature bois. Je vous ai mis aussi, c'est utilisé, nous, on l'utilise beaucoup sur des cages d'ascenseur, sur des éléments un peu préfabriqués qui demandent des reprises de charge un peu particulières. Mais là, la photo à droite, là, c'est une cage d'ascenseur préfabriquée en atelier qu'on n'a plus qu'à poser. Le système ossature bois, que vous expérimentez en ce moment avec les petits tasseaux. Donc, c'est de ossature qui est réglementé par un DTU. Donc, on a des montants tous les 60 cm qui sont contreventés par un panneau de stabilité. Soit c'est des murs porteurs ou des murs non porteurs. Il y a deux systèmes. La descente de charge, elle est aussi verticale et répartie sur la semelle entière. C'est une solution légère, donc ça peut être très intéressant. On a un gros marché sur les surélévations ou sur la rénovation énergétique, puisqu'on peut raccrocher des matériaux sur des façades et finalement qui ne vont pas être très lourds. C'est une solution qui permet aussi d'intégrer tout type d'isolant. Là, je vous ai mis différents systèmes. Donc vous avez on va dire le système classique de l'ossature bois qui est rempli en général en laine minérale, en laine de bois, mais on fait aussi du coup du remplissage en paille. On fait le remplissage en béton de chanvre, en boîte de cellulose, différentes choses. La préfabrication est aussi poussée, c'est une œuvre rapide puisqu'on peut très bien venir avec des panneaux déjà bardés, des panneaux pré-remplis d'isolant, et voilà, donc c'est vraiment une solution rapide. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est adapté à tout type de revêtement extérieur, pareil avec les bardages, tant que ça reste un bardage ventilé. Comme je vous l'ai dit, c'est idéal pour on va dire, les dents creuses et les chantiers d'accès difficiles, parce que finalement, on peut aussi s'amuser à faire de l'assemblage sur site. Et comme c'est une solution légère, c'est assez facile à amener sur site. C'est une solution traditionnelle, donc avec différents DTU 31.2, 31.4. Et on peut monter actuellement jusqu'à 28 mètres suivant les DTU, mais on monte, il y a déjà des expériences où ça va être plutôt de la solution mixte. Une GH. Un DTU. Ah, ok. Alors, un DTU, ça s'appelle document technique unifié. Donc, c'est C'est pas une norme, mais c'est donc dans les codes français, on va rassembler les techniques qui se sont démontrées dans le temps, des techniques qui remplissent les rôles pour lesquels ils sont pensés. Donc, du coup, tu as un retour d'expérience, disons, de 30 ans sur le technique. Ils mettent une fiche dans le DTU et ils décrivent tous les éléments qui sont importants. Par exemple, quand on a un relevé d'étanchéité dans le DTU, il va te dire que ça doit être à 15 cm. Faites très bien attention, c'est que ce n'est pas une norme. Ce sont des règles de l'art. Donc, tu peux aller le regarder. Ils sont souvent disponibles sur Internet. Donc, si plus tard, vous allez faire un bâtiment, vous allez chercher ces DTU. Mais ne vous trompez pas, tous les bureaux de contrôle vont effectivement demander à ce que vous suivez les DTU, sauf que ce n'est pas une norme. Donc, normalement, on n'a pas besoin de le suivre. Mais c'est compliqué, en règle générale, de ne pas les prendre en compte, enfin, de ne pas les prendre. En tant qu'entreprise, quand on construit, de toute façon, on met en jeu son assurance, donc il faut bien forcément se référencer à des documents. Donc, sur certains produits, c'est sur la vie technique. Donc, sur les règles de l'art, en effet, c'est les DTU. Il y a d'autres règles. Il y a les règles RAGE, il y a différentes règles des documents techniques pro qui peuvent nous permettre de nous appuyer sur quelque chose. Mais en effet, c'est surtout des retours d'expérience, et donc après, tous ces études-là, ils évoluent au fur et à mesure du temps, suivant l'évolution des matériaux, l'évolution des techniques. Donc clairement, le DTU ossature bois n'existait pas au début des années 2000, il devait à peine exister, je pense. Par contre, le DTU sur le béton, sur tout ce qui est couverture et compagnie, ça fait des années que c'est là, mais ils évoluent quand même avec le bâtiment. Et genre, sur celui-ci, il y a un qui nous fait particulièrement pas plaisir, pour ne pas dire un autre mot.
qui est sur ce genre de construction de système ossature bois, tu n'as pas, selon le DTU, tu n'as pas le droit de mettre, par exemple, une bardage en briques ou en plaques de pierre, des choses comme ça. Parce qu'ils considèrent que le mur en ossature bois n'est pas considéré un élément rigide, ce qui est très étrange. C'est faisable, mais il faut passer par un latex. Ouais. Et du coup, il faut passer par un avis de chantier, c'est-à-dire qu'il faut démontrer techniquement que l'ossature peut le faire. Donc, il y a tout un dossier à monter. On a plusieurs dossiers en cours. Où après, on passe devant le CSTB, donc il y a le Centre technique national de la construction, qui va évaluer les documents techniques qu'on envoie pour confirmer si tout le monde peut prendre le risque d'y aller. Donc, parce que finalement, c'est qu'une question d'assurance. C'est très pervers, parce que, voyons, moi, je l'ai eu à Lille, et le problème, qu'on ne pouvait pas le faire, et 10 km plus loin en Belgique, ils le font tout le temps, et il n'y a pas de problème. Et en Allemagne, pareil, à la frontière avec la France, les Anglais, ils font que ça tout le temps. Et donc, du coup, c'est très marrant aussi de voir, et c'est là où ça devient intéressant, où chaque pays peut aussi apprendre l'un de l'autre. Donc, ne cherchez jamais juste en France de vous inspirer, je pense que c'est très intéressant. Oui, c'est vrai que il y a vraiment le marché français est très réglementé, est tellement réglementé qu'il y a beaucoup de constructions en bois de l'étranger souvent qui viennent, mais finalement qui repartent parce que c'est un peu trop compliqué d'un point de vue réglementation. Mais c'est une question, je pense que c'est une question du fait que il y a un marché de l'immobilier qui est différent en France d'autres pays, puisqu'on est beaucoup sur de l'achat, on n'est pas forcément sur la location. Donc on est sur des gens privés qui vont investir et ils veulent s'assurer derrière que ce soit conforme. Dans des marchés étrangers où ils sont plus sur de la location, où ils peuvent facilement euh, changer de location. Enfin, je parle, un gros exemple, c'est les États-Unis, hein, c'est que leur maison Sature Bois qu'ils construisent, c'est vraiment des allumettes, puisque en fait, pour eux, c'est un bien de consommation. Ils n'ont pas forcément l'idée de le donner finalement à leurs enfants en haute. Donc, du coup, c'est une culture différente sur la réglementation. Donc là, pour finir sur le système ossature bois, du coup, les inconvénients, c'est que c'est un peu limité en hauteur, bon, même si on y arrive encore. Et puis, ça demande quand même des parties pleines pour que le bâtiment se tienne. On ne peut pas vraiment faire des bâtiments qu'avec des fenêtres, enfin qu'avec des ouvertures, puisque c'est le panneau de stabilité qui tient les montants qui va contreventer la structure. Donc, dans les exemples, là, vous avez différents exemples qu'on a réalisés. Un autre système d'ossature, c'est qu'on parle peu, parce que de toute façon, c'est un mode qui est encore en plein développement. C'est le système tridimensionnel. Donc, ça consiste à faire finalement des boîtes en 3D, en atelier, qui sont déjà assemblées, qui sont déjà avec les finitions intérieures et compagnie. Donc, grosso merdo, c'est vraiment faire comme finalement des Algeco. Ça a beaucoup été fait sur le métal, mais maintenant sur le bois, ça se développe de plus en plus. Donc ça a des gros avantages parce que forcément, c'est une mise en œuvre rapide sur chantier, puisque le temps de chantier va vraiment être limité à la mise en place des différents modules et aux différents raccordements et aux quelques finitions extérieures. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça donne une architecture assez carrée, assez aussi avec des agencements limités, parce que c'est limité par le gabarit routier, c'est limité par aussi les capacités de reprise du bois, et ça demande aussi un important temps d'études de synthèse en amont. Donc voilà, c'est le temps de chantier qu'on gagne, finalement, en général, on le perd aussi quand même en temps d'études. Les évolutions de la production, alors, on va rentrer dans plusieurs slides où j'ai pas eu le temps de tout finir, donc je vais vous le faire un peu. Il y aura peut-être des trucs qui vont se répéter. Alors pourquoi il y a eu l'évolution de la production? Alors, la première chose, c'est que les moyens de production, les moyens techniques et les outils ont vraiment évolué depuis les débuts des années 2000. Nous, on dessine en 3D depuis 1999. On a rentré notre premier ingénieur en 1999, mais un peu comme dans les premiers charpentiers. On a commencé à dessiner en 3D, donc on a souvent buté contre les autres corps d'État qui ne comprenaient pas pourquoi on demandait la réservation
du passage de la gaine, de la radiation électrique pour s'assurer que ça passe. Mais donc voilà, maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs. On a des logiciels de calcul qui calculent en 3D. Donc, vous pouvez voir en bas à gauche le logiciel de calcul avec tous les montants Saturbois et à droite, la réalisation à la fin. Et on a des robots de taille numérique qui nous permettent, donc, depuis les dessins 3D, de pouvoir exporter les différents éléments bois qu'on a dessinés sur les machines, qui soient taillés et qu'après, ça soit assemblé. Il y a l'évolution aussi des matériaux, puisque le bois lamellé-collé, alors il existe depuis les années 60, mais finalement, il s'est développé vraiment pareil dans les années 2000, où on en met de plus en plus. Enfin, on va dire que les clients ont compris comment ça fonctionnait et donc ils en mettaient de plus en plus. Le CLT, comme je vous ai dit tout à l'heure, le système qui est apparu un peu plus récemment, qui permet aussi de reprendre beaucoup plus de charges et d'avoir un système de plancher un peu plus efficace. Le LVL, c'est un peu la même chose, c'est une sorte de gros contreplaqué, mais qui est fait en bois déroulé, pas en bois scié. Le développement des différents panneaux de contreventement, le développement aussi des fixations. Nous, pour assembler, on a besoin vraiment d'avoir l'identification de la reprise de charge par les différentes vis et compagnie. On a encore beaucoup d'évolutions sur ce système-là, avec vraiment des vis de plus en plus performantes qui vont permettre de limiter d'optimiser les assemblages. Et aussi les différents traitements, donc que ce soit vis-à-vis de l'extérieur pour les bardages, où on va avoir des traitements de plus en plus écologiques, mais aussi qui protègent mieux les bardages ou les structures. Et aussi les vernis intumescents, donc c'est-à-dire la protection au feu du bois, puisque, comme tout le monde le sait, le bois, ça brûle. C'est la première chose qu'on nous dit quand on dimensionne un bâtiment en construction bois. Mais on sait aussi les protéger maintenant. Il y a une évolution aussi sur les isolants, sur les membranes qui servent à faire les étanchéités à l'air et les étanchéités à l'eau. On est de plus en plus performant sur l'étanchéité à l'air pour faire des bâtiments passifs. Donc, faire un bâtiment passif, ça veut dire faire finalement une sorte de cocotte minute pour qu'on ait le moins de perdition d'air et de l'air intérieur qui est chaud vers l'extérieur, mais tout en ayant une réflexion après sur la ventilation, parce qu'on ne peut pas non plus faire une cocotte minute, sinon ça va être sans avoir une ventilation filtrée, parce que sinon après ça serait irrespirable. Et l'isolation, comme je l'ai dit tout à l'heure, multiple et biosourcée. Donc, on a la laine minérale, le bois, la paille, le coton, le chanvre, l'eau de cellulose. Et puis les bardages qui continuent à évoluer. Donc, tout à l'heure, on parlait de pierre ou de briques. Il y a quand même des systèmes qui se développent pour justifier de la pierre de taille accrochée sur le saturbois ou autre. Ça se développe encore. Donc, les raisons de l'évolution de la construction, la première chose, je pense que c'est les mentalités. Donc, les mentalités, premièrement, par l'architecture. Ça vous concerne vraiment, du coup, là, c'est que il y a 20 ans, il y avait peu de notions de construction bois dans les écoles. On recevait, nous, des plans où il fallait tout refaire. C'était marqué que c'était du bois, mais il n'y avait pas finalement de réflexion de comment il fallait le monter, comment il fallait le faire. Il y a une évolution des pouvoirs publics, puisque ils imposent au fur et à mesure la construction bois par le bienfait du stockage du CO2. Et puis aussi, par rapport au retour d'expérience qu'ils ont, ils savent maintenant qu'une école en bois, on va pouvoir on va pouvoir calculer le temps de stabilité au feu, parce que finalement, le bois, quand il brûle, on sait à quelle vitesse il brûle, enfin quel type d'essence, on sait à quelle vitesse il brûle, donc on peut anticiper le temps de stabilité de la structure, au contraire d'une structure béton, une structure métallique, où c'est un peu plus compliqué si ce n'est pas protégé par des vernis, par de l'intumescent. Il y a le développement de la mentalité du grand public. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé dans la construction des années 2000, quand je disais que j'étais charpentier, on me disait « Ah, tu fabriques des chalets ?» Et je disais « Non, non, je fabrique des bâtiments, je fabrique des écoles. » Enfin, maintenant, quand je dis ça, ça commence à rentrer dans l'esprit. On est beaucoup marqué par deux choses. Les incendies des grandes villes, quand il y a les bâtiments à colombage, ça a beaucoup freiné finalement le développement de la construction bois. On est beaucoup revenu sur la construction béton. Il y a le fait qu'il y a eu la guerre en France qui a beaucoup détruit, et il a fallu aussi reconstruire vite. Et la solution béton, c'était
s'était porté à ce moment-là, et donc on a développé des grandes entreprises béton, donc aussi la mentalité du grand public est aussi façonnée par ça. Il y a les trois petits cochons. Je me bats souvent contre les trois petits cochons, même avec ma fille. Moi, on habite dans une maison au Saturbois, et elle s'est réveillée à 4 ans en pleine nuit en disant le loup va souffler sur la maison, parce qu'elle avait appris ça à la maternelle. Donc voilà, c'est les évolutions encore du grand public. Et puis maintenant, il y a une grande aussi avec les différents générations qui évoluent avec le réchauffement climatique. On voit bien, on comprend aussi l'intérêt de construire en Saturbois. Et puis après, les expériences qu'on fait. Donc on essaye de faire des démonstrateurs de grande hauteur avec de la construction bois pour montrer que ça fonctionne, qu'on peut le faire. Alors, est-ce que c'est pertinent de le faire en construction bois par rapport à d'autres matériaux qui se comportent beaucoup mieux en hauteur? Ça sera une réflexion pour le futur. Mais ça fait quand même évoluer les mentalités. Donc les autres raisons de la construction bois, l'évolution de la construction bois, comme je vous ai dit, c'était les moyens de production. Et puis la recherche sur les matériaux qui continuent à évoluer. Elle continue à évoluer parce que je pense aussi que les écoles d'ingénierie se sont mis un peu plus au bois. Moi, quand j'ai dit à mon père au collège en 98 que je voulais reprendre la société de charpente pour faire de la construction bois, il n'y avait que deux écoles d'ingénieurs qui faisaient des cours en construction bois. Une école à Nancy, qui est l'ENSTIB, qui est une école publique, et une école à Nantes, donc l'école supérieure du bois que j'ai fait, qui est une école privée. Donc quand on voulait faire la construction, il fallait le vouloir. Il fallait déjà y aller. On n'avait que deux écoles maintenant. Moi, dans mes bureaux d'études, les gens que j'accueille maintenant, j'ai des gens de grandes écoles de généralistes, donc des écoles des mines, des écoles Polytech, des arts et métiers qui rentrent maintenant et ont déjà eu des notions de construction bois. Ils n'ont pas encore totalement les cours qu'on a dans nos écoles spécialisées bois, mais on voit que la mentalité évolue là-dessus et que la formation va pousser des nouveaux ingénieurs, je pense plus qualifiés, puisque finalement c'est quand même des grandes écoles, vont pousser à faire de la recherche sur les matériaux, sur les innovations des matériaux, sur l'innovation de la construction bois, qui va vraiment encore permettre de proposer de nouvelles solutions. Et donc, quel avenir pour la filière? Il y a quand même quelques questions par rapport au réchauffement climatique. Il y a la gestion des forêts. On a une forêt qui évolue avec le réchauffement climatique. Donc, on a subi quelques éléments où il faut finalement faire des coupes rases parce qu'on a des bois qui vont périr plus vite à cause du réchauffement climatique. Mais derrière ça, il y a quand même une gestion en Europe qui est vraiment dans la gestion durable. Donc, on va replanter, mais par contre, on va se poser la question de comment on replante. On était souvent en monoculture, c'est-à-dire qu'on plantait que du sapin sur telle zone, que du feuillu sur telle zone. Et finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la recherche, et ça va évoluer, il faut peut-être mélanger un petit peu les essences pour que les forêts soient moins impactées par les maladies, moins impactées par le réchauffement. Il y a le développement de la première transformation. Donc, la première transformation, c'est les scieries. C'est eux qui vont couper les bois que vous êtes en train de monter, qui vont faire le débit par rapport à l'arbre. Ce développement, en France, il a été finalement un peu retardé parce que, encore une fois, on était dans un pays majoritairement béton. Donc l'État avait du mal à aider la filière à financer les moyens de production, alors qu'on a finalement une grande forêt en France. Donc d'autres pays comme l'Allemagne ont des scieries beaucoup plus grandes. Pour faire simple, la plus grosse scierie française, elle est 20e européenne, alors qu'on a la plus grosse forêt en Europe. Donc on a encore un retard à rattraper là-dessus, mais ça évolue dernièrement avec les différents gouvernements. On a une prise de conscience là-dessus. Et il y a aussi la structuration des constructeurs, donc des charpentiers bois finalement. On était tous finalement des petites PME. On grossit avec l'évolution de la filière. Maintenant, il va falloir se poser la question de quelle est la bonne solution à proposer pour répondre au développement de la construction bois, parce que on a toujours finalement nos entreprises générales, béton, major du béton, qui vont savoir répondre, qui vont savoir prendre le risque global d'un gros chantier. Si on doit construire une école, c'est un gros chantier. Donc il faut
il faut, en général, les clients préfèrent donner ça à des grosses sociétés, mais ils ne maîtrisent pas forcément le moyen de production derrière, le moyen d'approvisionnement. Donc, on se retrouve souvent sur des chantiers compliqués avec eux où ils ne savent pas comment on va le faire. Ils n'ont pas anticipé tous les problèmes d'appro, tous les problèmes que ils n'ont pas trop analysé le dossier. Donc, il y a aussi une structuration des constructeurs. Dans les constructions en bois, il y a différentes méthodes. On va dire que sur les maisons individuelles, il n'y a aucun souci. Il y a des CMIs qui sont mis au bois il y a bien longtemps. Par contre, sur tout ce qui est gros bâtiments publics, bâtiments de bureaux ou autres, il y a deux méthodes. Il y a les charpentiers qui vont vouloir rester avec leurs moyens de production sous-traitant d'une grosse entreprise générale. Et puis, il y a d'autres sociétés comme nous qui vont créer une entreprise générale pour pouvoir anticiper les problèmes et avoir une réponse plus pertinente aux clients. Donc là, il y a encore un gros enjeu, je pense, là-dessus pour pouvoir continuer l'évolution de la construction bois. Il y a l'évolution des normes. Donc, vous savez que la réglementation énergétique 2020, RE 2020, comme on l'appelle, pousse à l'utilisation du biosourcé, pousse à l'utilisation du bois dans les bâtiments publics et pousse à avoir des bâtiments performants énergétiquement sur le logement et aussi avec un impact carbone minimisé. Le développement des règles pro, donc encore sur le système des différents bardages, de différents isolants, les évolutions donc, des documents professionnels, et puis la formation, donc que ce soit la formation apprendre la construction bois aux architectes, apprendre la construction bois aux autres écoles généralistes, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est encore un enjeu important parce que on est dans une phase de croissance. La phase de croissance apporte un pouvoir d'investissement aux constructeurs bois, mais nous, les investissements, ils sont assez lourds. Ils permettent de répondre à un gros volume. Et peut-être que dans le futur, le volume de production qui sera peut-être pas forcément en adéquation avec le volume qui va être demandé encore par les clients. Donc voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. C'est quoi les normes incendie sur le bois, sur le coffrage de bois, sur le sens que ça qu'on voit comme à certains niveaux, il faut bois de plâtre, ça a vraiment un sens? Non, c'est ce que je vous dis. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, il y a des normes. La France aime bien se compliquer la tâche. Ça a toujours été le cas. On a fait des démonstrateurs parce que l'État voulait montrer aussi. Enfin, les démonstrateurs, ils ont été. C'était des concours PUCA, donc c'était aussi l'État qui a poussé pour dire on va montrer qu'on sait construire en bois en grande hauteur pour essayer d'alerter le grand public au fait que le bois c'est solide. Puisqu'on revient toujours au fait que de temps en temps, il y a des gens qui ne veulent pas acheter un logement en bois parce qu'il va dire oui, mais ça brûle et compagnie. En effet, pour moi, c'est pas pertinent de faire des bâtiments de grande hauteur. Nous, on a fait des bâtiments de 6-7 étages où il y a beaucoup de problématiques, que ce soit sur la structure, puisque ça reste un matériau, qui ne reprend pas les mêmes charges que d'autres matériaux. Ça reste un matériau qu'il faut en effet protéger du feu à l'instant T. Donc voilà, Mètre Cube a réalisé dernièrement des bâtiments 5 bâtiments de 10 étages à Toulouse, où il a fallu tout encoffrer avec du placo dans tous les sens. Le promoteur, avec les évolutions des réglementations, a dû rajouter des sous pour remettre encore du placo. Donc en effet, pour moi, ce n'est pas pertinent. Par contre, sur du bâtiment de 2-3 niveaux, l'ossature bois est très adaptée. Et pour moi, le futur, que ce soit une école ou du logement de 2 ou 3 niveaux, on devrait plus se poser la question de pourquoi, de le faire en bois. Il faudrait le faire en bois parce qu'il n'y a plus besoin de le protéger spécifiquement. On peut laisser du bois parent et compagnie parce qu'on sait le calculer facilement sur ces niveaux-là. Donc, ça dépendra aussi des réglementations, mais en effet, les bâtiments de grande hauteur, il y en a encore quelques projets, mais pour moi, ça ne sera pas forcément le futur, quoi. La réglementation de bureau est quand même différente, c'est-à-dire que comme c'est du privé, ils peuvent prendre le risque, il y a moins de réglementation. Donc, ils peuvent se permettre aussi de dire je fais quand même un bâtiment de 15 étages où je me laisse du bois par an, c'est mon risque. Voilà. Oui et non. Chaque pays est différent. Apparemment, le feu n'est pas pareil en Scandinave qu'en France, ce qui est intéressant déjà à la base, je pense. Et du coup, effectivement,
chaque pays change aussi au fur et à mesure ses règles là-dessus, en fait. C'est assez compliqué parce que même nous, enfin, juste de ma pratique, on est présent dans 9 pays européens et toutes les règles dans les 9 pays européens sont complètement différentes quand on parle du bois. Et en France, comme d'ailleurs là, je viens récemment d'une discussion avec des mécanismes de contrôle aussi en Belgique, en France, le pouvoir des pompiers est assez grand aussi. Donc, c'est eux qui décident. Enfin, en Belgique, tu négocies avec les pompiers locaux sur ce que tu fais. Donc, du coup, il n'y a pas de règles. Ils disent juste qu'il y a quelque chose de très général et générique que tu peux interpréter, mais tu vas négocier avec ton pompier pour faire des mesures compensatoires, par exemple. Ici, en France, c'est un peu semblable. Ceci dit, les pompiers parisiens ont beaucoup de pouvoir. Donc, Hidalgo avait exprimé il y a quelques années qu'elle voulait vraiment que chaque nouveau bâtiment soit fait en bois, ce qui était bien, mais ce qui était compliqué à la fois parce que tu pouvais, dans aucun de ces bâtiments, laisser le bois apparent. Donc, les pompiers ne le voulaient pas, mais la politique le voulait. Donc, tu es un peu enfin, tu es dans une zone assez complexe. Et maintenant, comme je vous avais déjà dit, à Paris, il y a la doctrine. Donc, si vous tapez sur Internet la doctrine des pompiers parisiens, qui inscrit qu'à partir de 8 mètres de haut, un bâtiment, tout doit être emballé aussi, en bois. Alors, c'est un truc qu'on est en train de contester Oui, tout avec le le monde est en ministère. train de Mais le contester parce qu'il y a des tests, notamment avec vous, avec voilà. le CSTB. Donc, le CSTB, qui est un organisme de normalisation des règles de construction. Et du coup, des tests sont en cours dans des labos spécifiques pour pouvoir démontrer que ce n'est pas nécessaire. Et en fait, le fait est effectivement que enfin, il y a énormément d'universités qui sont en Europe en train de faire des tests pour démontrer jusqu'à quel niveau tu pourrais construire logiquement sans qu'il y ait un problème. Les Scandinaves ils sont revenus aussi un peu dessus, mais ils ont fait des tours déjà de 20 étages. Mais il y a beaucoup emballé aussi, en fait. Hein. Mais la vraie question est effectivement comment tu intègres ce procédé aussi, que tu testes, des choses comme ça. Quand il y a eu les premiers concours de grande hauteur à Divois, il y a une association professionnelle qui s'est créée, donc qui s'appelle Divois, dont on fait partie. Et en fait, c'est eux qui ont lancé ces démonstrateurs. Et ces démonstrateurs permettaient de faire de la recherche. Donc, on a fait de la recherche sur les bâtiments à Toulouse de 10 étages pour justement essayer de justifier la tenue au feu des différents éléments et qu'est-ce qu'il fallait protéger et qu'est-ce qu'il ne fallait pas protéger. Mais en effet, il y a toujours finalement un peu de lobbying aussi. Le lobbying du placo, le lobbying de différents types d'isolants en compagnie. En France, on a toujours ça, et même d'un point de vue européen, de toute façon, il y a toujours un peu de ça. Donc, ce qui fait que quand on arrive quand on doit voter des DTU, donc des documents techniques, on a souvent des fournisseurs autour de la table qui vont vouloir imposer leurs produits. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu comme ça. Et donc, ici, la filière n'est pas assez structurée pour pouvoir dire aux fournisseurs non, on n'est pas d'accord. Voilà. Le problème justement de la filière bois, c'est que finalement, on n'était que des petits. On n'avait pas de gros pour justement faire un contre-lobbying en disant non, mais nous, on sait faire, on sait justifier. Donc, c'est aussi c'est ça qui va être intéressant dans les années à venir, c'est que vu qu'on grossit tous et on s'associe pour avoir plus de poids, on va peut-être aussi réussir à faire bouger les choses d'un point de vue réglementation sur plein de sujets. Là-dessus, il y a un autre débat qui est en cours aussi, je pense, c'est dans cette idée de pouvoir assurer ton bâtiment, tout le monde veut, tu vas vous acheter un produit, vous voulez être sûr que le produit est bon. Hein? Et donc, comment tu fais? Tu dis, ils ont fait des tests, ils ont fait plein de différentes étapes pour démontrer que leur produit marche. Donc, du coup, ça s'est inscrit dans des fiches techniques, ça s'appelle. Hein? Donc, pour utiliser un produit bois, par exemple des planchers bois, aujourd'hui en France, quand tu veux le mettre en œuvre sur un bâtiment, le bureau de contrôle demande souvent qu'il y ait une fiche produit qui soit montrée. Et même un avis technique. Donc, un avis technique, pardon, ouais. C'est des avis techniques. Donc, c'est vraiment tout ce que tu as pu tester dans le temps sur ce plancher, tu le mets dans un avis technique. C'est des choses que tu as testées dans des labos, des choses comme ça, blablabla. Donc, tout le monde est sûr que ça marche. Mais en fait, chaque bâtiment est unique. Donc, du coup, dès que tu commences à adapter,
cette solution bois de plancher, par exemple, le bureau de contrôle, c'est celui qui va contrôler que tu suis les règles de l'art et que du coup, l'assureur peut mettre son argent, enfin, qu'il est sûr avec son argent. Donc, le bureau de contrôle est mis en place par les assureurs et pour protéger les clients et donc, du coup, l'argent de l'assureur. Le fait est que dès que tu commences à changer un produit, tu es hors de la vie technique, en quelque sorte. Et donc, du coup, le bureau de contrôle va te dire, oui, mais vous sortez de la vie technique. Donc, soit vous faites des tests supplémentaires, des choses comme ça, mais c'est assez lourd à porter. Et ça, ce système-là de fiches techniques, donc la vie technique, et cette croyance dans cette seule avis technique et la non-croyance à des gens qui construisent bien et des gens qui savent faire des calculs, c'est un peu compliqué parce que du coup, dès que tu dépasses la fiche produit, là, la vie technique, bah, tu te retrouves hors les codes. Et donc, du coup, ils disent non, tu ne peux pas le faire. Et ça, cette idée, on l'a beaucoup moins dans d'autres pays, en fait. Et comme tu as bien dit, vous êtes parmi la génération qui peut bénéficier, en fait, de changements de regard à l'utilisation de bois à nouveau. Parce que le bois, dans le temps, c'était toujours le produit le plus utilisé dans le bâtiment, quand même. Enfin, très clairement, ça fait que 100 ans qu'on a fait beaucoup d'autres choses. Et la France, effectivement, sauf la Pologne, il me semble, la France a les plus grandes forêts en Europe. Sauf qu'il y a deux problèmes aussi. La France a un système de gestion de forêt qui est très, très, très éclaté. Donc, c'est des petits bois, souvent. Donc, du coup, dans la gestion qui n'est pas forcément très centralisée, ils sont en train de changer avec l'ONF. Ça, il y a plusieurs points. C'est qu'en effet, on a une forêt qui est 30% qui est gérée par le public et finalement 70% qui est des petites forêts de plein de propriétaires privés. Vous avez souvent une famille qui a une petite forêt dans un coin et qui ne l'utilise pas du tout. Et donc ça, c'est l'ONF travaille sur repérer justement ces différents éléments pour essayer de les rassembler, pour pouvoir faire des camps de forêt, pour pouvoir les gérer, et pouvoir, voilà. On a un problème, enfin, on a en effet un truc à faire là-dessus. Et il y a aussi une autre chose dans la filière, c'est que on a une forêt de feuillus, aussi une grosse partie qui est en feuillus. Et pour l'instant, le feuillu, on le valorise pas assez. On le valorise sur la partie ameublement ou parquet. Mais en plus, ces éléments-là, ils sont souvent exportés et ils reviennent chez nous retransformés. Donc, c'est un peu malheureux, mais bon, c'est pareil, il faut des investissements. Mais c'est aussi parce que l'État, finalement, a jamais poussé la filière française. Il faut savoir qu'à l'ONF, c'est un organisme public. Et il a fallu remettre des ingénieurs du privé pour un peu leur taper dessus, pour leur dire maintenant, il va falloir mieux gérer la chose parce que c'était un organisme qui était toujours en perte depuis des années, des années, des années. Là, ça commence à bien fonctionner. Et donc, je pense qu'aussi, ça va bénéficier à la filière parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire avec la forêt française. Mais en effet, il y a une problématique de rassemblement de forêt pour pouvoir les gérer et pouvoir aussi conseiller le repeuplement, le replanter. C'est politique aussi, hein. Donc même la politique, il y a 5 ans, ils ont instauré une règle, si tu es propriété privée d'un bois, donc si quelqu'un chez vous, vos familles, vous pouvez bénéficier gratuitement à un suivi de quelqu'un de la gestion forestière pour regarder comment gérer vos arbres, couper lesquels à couper. Et le feuillu, l'autre problème qu'on a, bien sûr, le feuillu est beaucoup plus long dans la croissance que certains, enfin ça dépend lesquels, bien sûr, hein, mais il y a un peu. Il est beaucoup plus long, il n'est pas forcément pour la construction, c'est vrai que il n'est pas forcément pertinent parce qu'il est plus lourd, il est plus dur à couper, donc il y a moins de rendement sur les scieries. Mais il y a quand même des expériences sur du lamellé-collé en hêtre, du lamellé-collé en chêne qui avancent et je pense qu'il y aura des éléments qui sortiront et donc il y a des choses à faire. Et puis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est que de toute façon, la question, il va falloir surtout se poser la question de qu'est-ce qu'on replante dans les différentes forêts. On va manquer de mélèzes. On avait beaucoup de mélèzes qui venaient aussi de Russie. Et maintenant, ça va être bloqué pendant un petit moment. Donc, il va falloir aussi se poser la question des bois comme ça, le mélèze et le Douglas, qui sont des bois qui sont utilisés pour le bardage, parce que c'est des bois qui ont le cœur imputrescible, qui résistent aux champignons et aux insectes. Ils sont intéressants. Ça reste des résineux qui poussent assez vite. Donc il y a aussi une campagne là-dessus. L'épicéa pousse bien encore en France, il n'y a pas de souci, mais par contre, on voit qu'en basse altitude, il est beaucoup plus sensible aux attaques
aux attaques des maladies, puisque il fait plus chaud, il y a moins d'eau, voilà. Donc, il y a des choses sur la forêt. Oui, mais enfin, ce qui est intéressant, donc il y a une partie qui est technique, il y a une partie qui est, comme vous avez vu dans la conférence de lundi aussi, il y a une partie qui dépend beaucoup des voies administratives aussi, où on doit pouvoir les court-circuiter un peu plus facilement, à mon avis. Donc, il commence à avoir des ouvertures, à mon avis. Et puis, le troisième, et ce qui est important pour vous aussi, et c'est pour ça que ça reste important pour vous de vous montrer dans la politique aussi. C'est-à-dire, vous devez aller voter pour certaines choses. Parce que la politique, pour les CRI, enfin, de ma propre expérience, pour une CRI que je connaissais qui allait s'installer en France, ils n'ont jamais réussi, en fait. C'est Baubuch. Ouais. Parce que, en fait, c'est des usines assez grandes, finalement, mais avec très peu de place de travail. Parce que c'est très digitalisé. Et donc, du coup, quand tu as une petite commune et tu as une énorme usine qui va être implantée et tu reçois bien d'aide, parce qu'ils payent les taxes locaux, bien sûr. Mais bon, il n'y a personne qui va voter pour toi, qui va travailler dans l'usine, en fait, parce qu'il y en a très peu. Et donc, du coup, tu ne crées pas des places de travail. Donc, le maire du village, il n'a pas forcément intérêt à mettre une grosse usine moche dans sa commune, en fait. Et donc, moi, le patron, j'en ai parlé, ça faisait 10-15 ans qu'il a essayé, et à chaque fois, et en plus, après, il y avait beaucoup de red tape, avec l'administration, c'est très compliqué aussi. Donc, il y a des choses là, je pense, ça dépend aussi de votre génération, d'aller casser les frontières un peu là-dedans, je pense. Donc, mais on voit déjà des gens qui sont en train de le faire, donc bravo, en tout cas. OK, autre question? Non, ça va? Très bien. Merci encore. De rien.